Un millionnaire est condamné à verser 980 millions d'euros à son ex-femme enceinte jusqu'au moment où une fillette pauvre de 7 ans fait irruption dans la salle d'audience et révèle une vérité qui glace tout le monde. Avant de vous raconter cette histoire, mettez un j'aime et commentez d'où vous nous regardez, ainsi qu'un mot qui vous décrit. Le fracas du marteau résonna sous les voûtes de marbre du tribunal de grande instance de Paris, alors que Madame la présidente Patricia Moreau s'apprêtait à prononcer ce qui deviendrait la plus coûteuse prestation compensatoire de l'histoire judiciaire française. Le magnate de l'immobilier, le milliardaire Richard Blackwood, restait figé dans son costume Dior. Ses mains de 62 ans, tannées par le temps, s'agrippaient à la table en acajou, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La lumière d'un matin d'octobre filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur la galerie bondée où les journalistes retenaient leur souffle. Monsieur Blackwood, la voix de la présidente Moreau, trancha la tension comme une lame. Vous êtes par la présente, condamné à verser 980 millions d'euros à votre ex-épouse, Madame Victoria Blackwood, pour l'entretien et le soutien de votre enfant à naître. Victoria, 38 ans, et enceinte de 6 mois, essuya ses yeux avec un mouchoir de soie, tandis que son avocat lui murmurait des félicitations. Elle avait joué ses cartes à la perfection grossesse, révélée juste avant la finalisation du divorce. Effondrements émotionnels, savamment orchestrés lors des précédentes audiences, et désormais la plus grosse indemnité de l'histoire du pays. Sa robe de maternité haute couture lui allait à merveille, mettant en valeur son ventre arrondi qui assurerait sa sécurité financière pour toujours. L'avocat de Richard, maître Jacques Perrault, 55 ans d'expérience, gravé dans chaque ride de son visage marqué, se pencha en avant désespérément. Sa voix tremblait lorsqu'il formula une ultime requête. « Madame la Présidente, mon client soutient que la paternité n'a pas été établie. Nous demandons un test de paternité avant toute obligation financière. » « L'enfant est clairement le sien, » rétorqua aussitôt l'avocat de Victoria, sa voix tonnant dans la salle d'audience. Madame Blackwood a été fidèle durant leurs 20 ans de mariage. Les tentatives de Monsieur Blackwood de nier son propre enfant ne sont rien d'autre que des manœuvres cruelles destinées à échapper à ses responsabilités. La mâchoire de Richard se crispa, tandis que des souvenirs affluaient. 20 années de mariage, d'innombrables traitements de fertilité, d'interminables rendez-vous médicaux où on lui répétait qu'il était le problème. Victoria l'avait convaincu que son incapacité à avoir des enfants détruisait leur union. Elle avait pleuré, supplié, insisté pour qu'il fasse davantage d'efforts, qu'il dépense plus pour les traitements. Et elle avait attendu jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin imminente du divorce, pour annoncer une grossesse. Quelque chose sonnait faux, profondément faux. Mais chaque tentative de remettre en cause le calendrier avait été balayée par le tribunal. La salle comble bourdonnait de chuchotements. Les caméras des chaînes d'information tournaient depuis la galerie, capturant chaque instant de ce que les journalistes appelaient déjà le procès du bébé à 1 milliard d'euros. Richard sentait le poids de centaines de regards assistant en direct à son humiliation. Soudain, les lourdes portes de chêne au fond de la salle s'ouvrirent dans un fracas qui fit sursauter tout le monde. Toutes les têtes se tournèrent vers une petite silhouette qui se précipitait dans l'allée centrale. Une fillette de 7 ans, aux boucles brunes, indisciplinée, vêtue d'une robe jaune élimée, qui avait connu de meilleurs jours, serrait quelque chose dans son petit poing taché de terre. « Attendez, attendez, vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle, sa voix perçant, l'atmosphère solennelle comme une sirène dans la nuit, ses pieds nus claquant contre le sol de marbre tandis qu'elle courait. Les agents de sécurité se précipitèrent aussitôt vers l'enfant, avec une efficacité hésitante. Mais la présidente Moreau leva la main sa curiosité, l'emportant sur des décennies de strictes procédures judiciaires.
La fillette était visiblement pauvre. Ses vieilles tennis en toile laissaient de voir des trous béants. Sa robe était rapiécée de multiples morceaux de tissu coloré et son visage portait les marques d'une vie difficile. Les cernes sous ses yeux verts brillants trahissaient des nuits sans sommeil et des inquiétudes bien trop lourdes pour ses 7 ans à peine. « Arrêtez-vous là », lança la petite d'une voix étonnamment autoritaire, se plaçant directement devant la table de Richard comme une minuscule guerrière face à une armée. Ses yeux verts flamboyaient d'une détermination presque impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. « Monsieur Blackwood n'est pas le papa. J'ai la preuve ici dans ma main. » La salle d'audience explosa dans le chaos. Les journalistes hurlèrent des questions. Les spectateurs poussèrent des exclamations et pointèrent du doigt tandis que le visage de Victoria devenait livide, comme si elle venait de voir un fantôme ressuscité. Son frère, Marcus Blackwood, 45 ans, associé de Richard depuis 15 ans, se leva brusquement de son siège dans la galerie, le visage rouge de panique. « Faites sortir cet enfant immédiatement. » « C'est absolument ridicule. » « Madame la Présidente, vous ne pouvez pas tolérer ce désordre. Silence. » La présidente Moreau frappa son marteau à plusieurs reprises, le bruit résonnant sous les hauts plafonds, comme des coups de feu. « Jeune demoiselle, quel est ton nom et comment es-tu entrée dans mon tribunal? »« Emma Dupont, » répondit la fillette, sans détourner son regard farouche de Richard. Malgré sa pauvreté évidente et sa peur, elle se tenait droite et fière. « Ma maman travaillait pour la famille de Madame Blackwood avant de mourir d'un cancer. J'habitais dans le pavillon des domestiques jusqu'à il y a 3 mois quand ils m'ont mise à la porte. » Richard scrutait le visage de l'enfant avec intensité, un souvenir lui tirant l'esprit comme un rêve à moitié oublié. Il se rappelait l'avoir aperçu de temps en temps lorsqu'il rendait visite à Marcus dans son vaste domaine en banlieue parisienne, mais il n'avait jamais prêté attention aux enfants de domestiques qui vivaient dans l'ombre de leur monde aisé. En la regardant de plus près, quelque chose dans sa détermination farouche et son menton têtu lui rappelait puissamment sa propre jeunesse, lorsqu'il se battait contre un monde qui semblait décidé à l'écraser. « Quelle preuve pourriez-vous avoir ?» exigea l'avocat de Victoria, sa confiance vacillant pour la première fois de la journée. La sueur perlait sur son front, malgré la climatisation de la salle. Emma brandit une grande enveloppe Kraft usée et froissée par de multiples manipulations. Ses bords étaient mous, vieillis par le temps. Des résultats de tests ADN les vrais. Madame Blackwood a fait tester le bébé, mais pas avec l'ADN de Monsieur Richard, comme tout le monde le croit. Sa petite voix résonna dans la salle d'audience, désormais silencieuse avec une clarté parfaite. Elle l'a testé avec l'ADN de l'oncle Marcus et le papier dit que c'est lui le vrai papa. Marcus se leva d'un bond si brusque que sa chaise tomba à la renverse dans un fracas. Son visage vira au pourpre de la rage et de la peur. « C'est complètement insensé, Madame la Présidente. Vous ne pouvez pas donner crédit aux divagations d'une enfant sans abri qui... » « Oncle Marcus » lâcha Emma. Les sourcils de la présidente Moreau se haussèrent de surprise, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. « Monsieur Marcus Blackwood, vous êtes bien le frère cadet de Richard Blackwood et son associé. 25 ans de magistrature avaient montré à la présidente Moreau toutes les formes de drames judiciaires possibles, des batailles de garde d'enfants aux litiges financiers les plus complexes. Mais quelque chose dans la conviction inébranlable de cet enfant la fit hésiter. La voix de la petite ne tremblait pas, son récit demeurait constant, et ses yeux portaient à cette vérité que les juges expérimentés savent reconnaître. « Emma, » dit doucement la présidente, « comment êtes-vous entrée en possession de ces résultats ADN présumés? L'accusation que vous portez est très grave. » Le menton d'Emma trembla légèrement, mais sa voix resta ferme comme le granit. « Ah, après la mort de maman à cause du cancer il y a 6 mois, j'ai continué à vivre dans le pavillon de service de la grande maison de l'oncle Marcus
parce que personne ne savait quoi faire de moi. Personne ne me remarquait vraiment. Je suis très doué pour rester tranquille et invisible. Alors, j'ai entendu des choses, beaucoup de choses, que les adultes disent quand ils pensent qu'aucun enfant n'écoute. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le ronronnement du chauffage et le tic-tac lointain de l'horloge ancienne. Le visage de Richard avait pâli, tandis que les pièces d'un puzzle terrifiant s'assemblèrent dans son esprit, formant une image qu'il n'avait jamais voulu voir. Madame Victoria venait rendre visite à l'oncle Marcus presque chaque semaine quand Monsieur Richard voyageait pour ses affaires. Poursuivit Emma son innocence d'enfant de 7 ans, rendant la révélation encore plus dévastatrice. Ils s'embrassaient et s'enlaçaient comme le font des gens mariés, pas comme un frère et une sœur. Et Madame Victoria pleurait toujours parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bébé avec Monsieur Richard, peu importe les efforts. Mais ensuite, elle est tombée enceinte. Et l'oncle Marcus, il était tellement heureux qu'il a dansé dans son bureau. Marcus resta figé, telle une statue des gouttes de sueur, apparaissant sur son front et sa lèvre supérieure, malgré la fraîcheur d'octobre. Son costume de luxe paraissait soudain froisser ses cheveux, parfaitement coiffés en désordre, à force d'y passer la main nerveusement. Madame la Présidente, cet enfant a été manifestement coaché et répète un discours. Ses déclarations ne sont que oui-dire et ne devraient pas... Laissez-la terminer, dit Richard d'une voix basse, mais ferme, portant le poids de 20 années de trahison. Pendant 2 décennies, il s'était demandé pourquoi Victoria ne parvenait jamais à concevoir, malgré des traitements de fertilité coûteux et répétés. Pendant 20 longues années, il s'était blâmé, avait subi des examens humiliants, souffert en silence de la honte, tandis que les spécialistes lui répétaient qu'il était le problème. À présent, une fillette sans abri de 7 ans était en train de défaire la vérité la plus cruelle qu'il ait pu imaginer. Quand Madame Victoria a découvert le bébé dans son ventre, elle a eu très peur, continua Emma, ses petites mains tremblant en tenant l'enveloppe. Alors, elle et l'oncle Marcus sont allés dans un centre médical spécial pour faire tester le bébé. Mais ils ne l'ont pas testé avec l'ADN de Monsieur Richard comme ils auraient dû si c'était vraiment son papa. Ils l'ont testé avec l'ADN de l'oncle Marcus et le papier dit que l'oncle Marcus a 99,7% de chance d'être le vrai père. L'avocat de Victoria attrapa le bras de sa cliente, lui chuchotant avec désespoir. Mais elle fixait Emma comme si elle voyait le diable surgir des enfers. Comment une enfant de 7 ans saurait-elle à quoi ressemble un document de test ADN? Lança-t-il désespéré, s'accrochant à la moindre défense possible. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais sa voix ne flancha pas. Parce que quand ma maman est tombée très malade à cause du cancer, les médecins ont dû faire beaucoup de tests pour savoir quel genre c'était et jusqu'où ça s'était propagé. J'ai passé des mois dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pendant que maman s'affaiblissait. Je sais à quoi ressemblent toutes sortes de papiers médicaux et je lis très bien. Maman m'a appris avant de monter au ciel. La présidente Moreau tendit la main vers Emma, avec la solennité d'une juge, recevant une preuve dans un procès pour meurtre. Puis-je examiner ce document, s'il vous plaît? Alors qu'Emma avançait d'un pas hésitant, ses vieilles chaussures usées, ne faisant aucun bruit sur le sol de marbre. L'esprit de Richard parcourait 20 années de mariage, cherchant désespérément les signes qu'il avait manqués, les fréquents voyages familiaux de Victoria difficilement expliqués. Les expressions coupables de Marcus lors des réunions de famille que Richard avait toujours attribuées au stress des affaires. La manière dont ils avaient tous deux insisté pour dire que les tests ADN étaient inutiles et insultants pendant la procédure de divorce. Combien de signaux d'alerte avait-il ignorés dans sa confiance aveugle, Madame la Présidente? Lança l'avocat de Victoria dans une ultime tentative désespérée de sauver l'insauvable la voix brisée par la tension.
Même si ce document existe, la chaîne de garde n'a pas été respectée. Nous n'avons aucun moyen de savoir où cet enfant l'a obtenu. Je l'ai pris dans le bureau privé de l'oncle Marcus, répondit Emma avec une sincérité désarmante qui balaya toutes les manœuvres juridiques. Après qu'ils m'ont mise dehors, il y a 3 mois, quand les voisins ont commencé à se demander pourquoi une petite fille vivait seule dans le pavillon de service, je suis revenu une nuit pour récupérer la boîte à bijoux de ma maman. C'est alors que j'ai trouvé ces papiers cachés dans le tiroir du bureau de l'oncle Marcus, tout au fond derrière ses dossiers d'affaires. La présidente Moreau examina attentivement le document, ses yeux exercés, parcourant chaque détail avec la précision d'une enquêtrice. L'entête était authentique, laboratoire médical de Paris, fondé en 1987 avec toutes les certifications officielles. Les dates correspondaient parfaitement à la chronologie de la grossesse de Victoria. Les signatures paraissaient totalement authentiques, portant cachet officiel et marque de témoin. Ce n'était pas une vulgaire contrefaçon inventée par une enfant désespérée. Ce document est daté d'il y a 4 mois, annonça la présidente Moreau à la salle haletante. Il indique clairement que Marcus Blackwood a 99,7% de probabilité d'être le père biologique de l'enfant que Madame Victoria Blackwood porte actuellement. Victoria poussa un sanglot étranglé qui résonna contre les murs de la salle et s'effondra sur sa chaise, les mains couvrant son visage, tandis que sa façade parfaite s'écroulait complètement. 20 années de mensonges s'effondraient en quelques minutes, détruites par la conscience d'une enfant sans foyer. Marcus, voyant son monde soigneusement construit, s'écrouler comme un château de cartes, tenta une ultime manœuvre désespérée. « Madame la Présidente, vous devez comprendre. Mon frère connaît des difficultés financières depuis des mois. Le marché immobilier est impitoyable. Il aurait très bien pu fabriquer ce document pour éviter de payer la prestation. Cet enfant des rues pourrait faire partie d'une machination coûteuse et élaborée. Des difficultés financières. » La voix de Richard était glaciale, porteuse du poids d'une trahison absolue. « Marcus, tu es mon associé depuis 15 ans. Tu as eu un accès complet à tous mes dossiers financiers. Tu sais exactement où j'en suis, jusqu'au dernier centime. » Emma s'approcha de la table de Richard, sa petite main sale se posant doucement sur son bras, avec une tendresse surprenante. « Monsieur Richard, je suis vraiment désolé pour ce qu'ils vous ont fait. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas bien. Ma maman m'a toujours dit que vous étiez le plus gentil de tous les riches, parce que vous ne nous traitiez jamais, nous, les domestiques, comme si nous étions invisibles ou sans valeur. Vous disiez toujours, s'il vous plaît, et merci, et vous demandiez des nouvelles de nos familles. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Richard. Un mélange de rage face à une trahison impensable et d'un instinct protecteur inattendu envers cette fillette courageuse qui avait sacrifié sa sécurité pour révéler la vérité. La salle était si silencieuse que la respiration d'Emma paraissait amplifiée 10 fois. Richard sentit un bouleversement fondamental. Au fond de lui, un mélange de colère brûlante contre les 2 personnes en qui il avait eu le plus confiance et une farouche envie de protéger cet enfant qui aurait pu rester invisible en sécurité, mais qui avait choisi de risquer tout pour la justice. La présidente Moreau déposa le document ADN sur son bureau, avec la révérence due à une preuve capable de changer des vies. Son expression était grave et réfléchie. « Monsieur Marcus Blackwood. Madame Victoria Blackwood, j'ordonne l'arrêt immédiat de ces audiences en attendant une enquête complète. Officier de justice, veuillez escorter Madame Blackwood et Monsieur Marcus Blackwood dans des salles séparées pour interrogatoire détaillé. »« Vous n'avez pas le droit de me faire ça, » hurla Victoria, tandis que les agents s'approchaient. Sa voix stridente, emplie de panique et de désespoir. Cette gamine, mon effrontément, on l'a coachée, on l'a payée. Richard, tu sais que je ne t'aurais jamais trahi comme ça. 20 ans de mariage, ça doit compter pour quelque chose.
20 ans, Victoria. La voix de Richard trancha ses protestations comme la glace. Chaque mot était posé définitif. 20 ans à me dire que j'étais brisé, que j'étais le problème, que j'échouais comme mari. 20 ans de traitement de fertilité que tu savais condamner d'avance parce que tu couchais avec mon propre frère dans mon dos. Marcus tenta de se faufiler vers la sortie arrière avec la discrétion d'un coupable, mais deux grands agents de justice bloquèrent efficacement son passage. Son visage vira du rouge au gris, la sueur tachant sa chemise de luxe. « Richard, écoute-moi attentivement, ce n'est pas ce que tu crois. Victoria m'a séduit dans un moment de faiblesse. J'étais seul, mon mariage s'effondrait, mais je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Tu n'as jamais voulu te faire prendre, conclut Richard avec une brutalité glaciale. Combien de temps? Marcus, combien de temps comptais-tu me laisser payer près d'1 milliard d'euros pour ton enfant? Combien de temps allais-tu me regarder souffrir en croyant financer ma propre chair et mon sang? Emma tira doucement sur la veste de Richard avec ses petits doigts. Quand il baissa les yeux, ses prunelles vertes brillaient d'une sagesse bien trop grande pour ses 7 ans, la sagesse forgée par la perte et la douleur. « Monsieur Richard, ma maman me disait toujours que parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui étaient censés nous aimer le plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas le véritable amour. Ça veut juste dire qu'eux ne méritaient pas le nôtre. » La présidente Moreau entendit les paroles de l'enfant et interrompit ses instructions aux agents visiblement émus. La maturité émotionnelle de cette fillette était extraordinaire, forgée sans doute par la perte et les épreuves qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait affronter seul. Emma appela doucement la présidente. « As-tu de la famille? Quelqu'un qui s'occupe de toi depuis le décès de ta mère? » Emma secoua tristement la tête, ses boucles sombres bondissant. « Juste moi, Madame la Présidente. Mais ça va. Vraiment, je sais très bien m'occuper de moi. Je sais comment trouver à manger des endroits sûrs pour dormir et j'évite les mauvaises personnes. » Richard se leva lentement son corps de 62 ans, paraissant à la fois alourdi par le poids de la trahison et allégé par la vérité enfin révélée. Il baissa les yeux vers Emma, cette petite guerrière qui venait de le sauver de la plus cruelle des tromperies, et sentit son cœur se briser devant tant de courage. « Emma, dit-il doucement, voudrais-tu venir déjeuner avec moi, et peut-être qu'on pourra parler d'un endroit sûr et approprié où tu pourrais rester. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, mêlant espoir et peur, ses émotions s'affrontant sur son visage d'enfant. « Vous voulez vraiment déjeuner avec moi, même si je suis juste une petite fille pauvre, avec des vêtements sales et sans famille. Justement parce que tu es la personne la plus courageuse et la plus honnête de toute cette salle d'audience, » répondit Richard avec une sincérité totale, lui tendant la main comme une bouée de sauvetage. Quand Emma posa sa petite main sale dans la grande main manucurée de Richard, quelque chose changea dans l'atmosphère même du tribunal. Même les agents de justice aguerris qui avaient vu défiler toutes les formes de drame humain furent émus par la vue de ce milliardaire et de cet enfant, des rues formant une alliance improbable fondée sur la vérité et le courage. La présidente Moreau s'adressa alors à l'Assemblée avec une émotion inhabituelle, colorant son ton habituellement professionnel, sa voix portée par un véritable sentiment. En 25 ans sur ce siège, j'ai été témoin de cupidité, de manipulation et de tromperie sous d'innombrables formes. J'ai vu des familles déchirées par l'argent des enfants utilisés comme pions et la vérité enterrée sous des montagnes de mensonges. Mais rarement, sinon jamais, je n'ai vu un courage comme celui que cet enfant a démontré aujourd'hui. Monsieur Blackwood, l'ordonnance de prestation est suspendue dans l'attente d'une vérification complète de l'ADN et d'une enquête pour fraude. Victoria fut emmenée en sanglotant hystériquement, ses cheveux blonds parfaits, en désordre, sa robe de maternité, haute couture froissée par le stress et la panique.
Elle se retourna, ses yeux désespérés, fixant Richard. « Richard, s'il te plaît, tu dois comprendre. J'étais si seul. Tu travaillais toujours, voyageais, bâtissais ton empire, et Marcus était là quand toi tu ne l'étais pas. C'est arrivé, ce n'était pas prévu. Garde ça pour ton avocat, trancha Richard, sans même la regarder sa voix, portant la finalité d'un couvercle de cercueil. 20 ans, Victoria. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Tu m'as fait douter de ma valeur d'homme de mari. C'est impardonnable. » Marcus, menotté et encadré par les agents comme un criminel ordinaire, tenta une dernière supplique désespérée auprès de son frère aîné. « Richard, nous sommes une famille. Nous sommes frères de sang. Nous avons bâti un empire ensemble. Sûrement nous pouvons trouver un terrain d'entente, dépasser cette malheureuse situation. » « Nous étions une famille, » corrigea Richard, sa voix lourde de la finalité de la mort elle-même. « La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille ne regarde pas son frère souffrir et se blâmer tout en détruisant secrètement son mariage. Tu n'es plus mon frère. » Alors que les agents de justice conduisaient Victoria et Marcus hors de la salle, comme les criminels qu'ils étaient, Emma se pressa contre Richard, cherchant protection et réconfort. « Monsieur Richard, est-ce que vous allez bien? Je sais que ça fait très mal, quand les gens qu'on aime de tout son cœur nous mentent et nous trahissent. Quand ma maman est morte, je croyais que le monde s'écroulait. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai continué. » Richard baissa les yeux vers elle, stupéfait par sa capacité d'empathie, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Voilà une enfant qui avait perdu sa mère à cause du cancer, avait été abandonnée par tous ceux qui auraient dû la protéger, contrainte de survivre seule dans les rues dangereuses. Et pourtant, elle se souciait de son bien-être émotionnel. Son altruisme était à la fois bouleversant et inspirant. « Je crois que je vais mieux que depuis très longtemps, » dit-il avec une honnêteté totale, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Grâce à ton courage incroyable, Emma, tu m'as sauvé d'un mensonge qui aurait pu détruire le reste de ma vie. » La présidente Moreau s'approcha d'eux, tandis que la salle d'audience se vidait lentement, les journalistes courant pour transmettre l'histoire du procès, le plus dramatique qu'ait connu Paris depuis des décennies. « Monsieur Blackwood, compte tenu des circonstances extraordinaires, je recommande une enquête complète de la brigade financière sur les comptes de votre frère et de votre ex-épouse. S'ils vous ont fraudé au-delà de cette tentative, nous retrouverons chaque centime et nous les tiendrons pour responsables. » Elle se mit ensuite à la hauteur d'Emma, son ton judiciaire s'adoucissant. « Jeune demoiselle, ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas seulement courageux, c'était héroïque. Tu as tout risqué pour dire la vérité, mais je dois te demander, où vas-tu dormir ce soir? Je ne peux pas en conscience permettre qu'une enfant de 7 ans retourne vivre dans la rue. » Emma leva les yeux vers Richard, ses prunelles brillantes d'espoir. « Monsieur Richard, je ne veux pas vous déranger ni causer de problème, mais si vous aviez peut-être une chambre libre pour cette nuit, je vous promets que je suis très discrète et que je ne mange pas beaucoup. » Richard sentit son cœur à la fois se briser et se réparer, deux émotions opposées, l'envahissant en même temps. « Emma, j'ai une très grande maison, avec beaucoup de chambres vides, qui ne servent jamais. Et honnêtement, je crois que j'aimerais beaucoup ta compagnie, si tu veux bien me faire confiance. » Emma acquiesça avec enthousiasme. Puis son expression devint sérieuse et réfléchie. « Mais, monsieur Richard, je dois vous dire quelque chose d'important sur moi. Je ne suis pas juste une petite fille sage et tranquille. Je me suis débrouillée toute seule pendant des mois, j'ai plein d'opinions sur beaucoup de choses, je pose énormément de questions et je n'obéis pas toujours à ce que les adultes me disent de faire. » Pour la première fois depuis des mois, Richard Blackwood sourit. Un vrai sourire authentique, empli de joie pure. « Emma, je crois que c'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie en ce moment.
3 semaines après la révélation au tribunal, l'immense hôtel particulier de Richard à Neuilly-sur-Seine s'était transformé d'un monument froid et stérile de richesse en quelque chose qui ressemblait enfin à un foyer. Le rire d'Emma résonnait dans des couloirs qui n'avaient pas connu de joie sincère depuis des décennies. Elle avait choisi la chambre avec la plus belle vue sur la Seine, et Richard l'avait entièrement redécorée, dans des tons pastels, avec des meubles adaptés des livres et des jouets dont elle n'aurait jamais osé rêver. « Monsieur Richard », appela Emma depuis la cuisine où elle essayait de préparer des crêpes avec l'aide maladroite de Margaret, la gouvernante de longue date. L'avocat est encore là, et il a l'air vraiment sérieux cette fois. Maître Jacques Perrault entra dans la lumineuse salle à manger, du petit déjeuner portant une épaisse chemise cartonnée, son expression grave. À 55 ans, il avait géré d'innombrables affaires complexes, mais la profondeur de la trahison de Marcus et Victoria le choquait encore. « Richard, nous devons parler. Les experts comptables judiciaires ont terminé leur enquête préliminaire, et ce qu'ils ont trouvé est bien pire que ce que nous imaginions. » Emma leva les yeux de sa pâte à crêpes du sirop déjà étalé sur sa joue. Elle avait repris près de 5 kilos en 3 semaines, ses joues creuses s'étaient remplies et ses yeux brillaient de sécurité pour la première fois depuis des mois. « C'est à propos de l'oncle Marcus qui a été encore plus méchant, parce que moi je pouvais déjà vous dire qu'il était pourri jusqu'à l'os. » Les intuitions d'Emma ont été remarquablement justes, dit Richard en se versant du café. Qu'ont-ils trouvé, Jacques? Perrault ouvrit la chemise avec la solennité d'un médecin légiste. Marcus détourne de l'argent de Blackwood Immobilier depuis plus de 8 ans. On parle de vols systématiques, totalisant 47 millions d'euros fausses, factures chantier, fantômes, coûts d'entrepreneurs gonflés. Il a bien couvert ses traces, mais pas assez. Emma cessa de remuer sa pâte, son esprit d'enfant de 7 ans, traitant l'information. 47 millions, c'est plus d'argent que je ne pourrais compter de toute ma vie. Bien plus encore, ma chérie, répondit Richard, la mâchoire crispée. Jacques, comment a-t-il pu cacher ça aussi longtemps? Par ta confiance en lui, répliqua l'avocat sans détour. Tu lui avais donné l'autorité totale sur la division construction. Il a utilisé cet accès pour créer un réseau élaboré de sociétés fictives, toutes reliées à des comptes offshore aux îles Caïmans. Victoria était au courant. Nous avons trouvé des preuves par email de sa complicité pour blanchir l'argent à travers des achats d'art et de bijoux. La révélation frappa Richard comme un coup physique. Non seulement ils l'avaient trahi émotionnellement, mais ils avaient aussi volé systématiquement à l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. « Et les autres employés ?» demanda-t-il. « Combien d'emplois cela va-t-il affecter ?» « C'est la partie la plus dure, » admit Perrault. Marcus a utilisé les fonds détournés pour se verser des primes et financer son train de vie luxueux. La division construction est techniquement insolvable. Nous pourrions devoir licencier 300 employés avant Noël. Emma reposa son fouet et s'approcha de Richard, posant sa petite main sur son bras. « Monsieur Richard, ces gens ont des familles, non. Des enfants qui ont besoin que leur papa ait du travail. Oui, ils en ont, dit Richard à voix basse, une fois de plus, frappé par l'empathie d'Emma. Alors, il faut trouver un moyen de les aider, dit-elle avec la certitude simple de l'enfance. Vous avez beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et les méchants en ont volé une partie, mais vous en avez encore assez pour aider les braves gens. Perrault observa cet échange avec fascination. En 3 semaines, cet enfant était devenu la boussole morale de Richard, ses questions innocentes allant droit au cœur de dilemmes éthiques complexes. « Il y a peut-être une solution, » dit-il pensivement. « Si nous récupérons les fonds volés et si tu acceptes d'investir une partie de tes actifs personnels, nous pourrions restructurer la division. Mais cela te coûterait environ 60 millions d'euros de ta poche. » Emma regarda tour à tour les 2 hommes, ses yeux verts pétillants de sérieux.
Monsieur Richard, tu te souviens de ce que ma maman disait? Elle disait, la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent qu'elle possède, mais à ce qu'elle fait quand les autres souffrent. Richard sentit quelque chose bouger en lui, le même sentiment qu'il avait connu au tribunal. Cet enfant qui n'avait rien comprenait la générosité mieux que des adultes qui avaient tout. Jacques lance la procédure pour sauver ses emplois. Tous. 2 mois après le drame judiciaire. Le Monde publia en une un article intitulé « De la trahison à la rédemption, comment une enfant des rues a sauvé un empire immobilier ». Richard était assis dans son bureau, lisant l'article à haute voix à Emma recroquevillée dans un grand fauteuil en cuir, vêtue d'un pyjama neuf, ses boucles brunes, fraîchement lavées et brillantes. « Écoute ce passage », dit Richard en riant doucement. Emma Dupont, 7 ans désormais hébergée chez le milliardaire Richard Blackwood, est devenue sa conseillère officieuse, tant sur le plan personnel que professionnel. Les employés de Blackwood Immobilier rapportent que l'enfant visite régulièrement les chantiers, demande des nouvelles des familles des ouvriers et vérifie qu'ils disposent de l'équipement de sécurité adéquat. Emma gloussa, cachant son visage avec ses 2 mains. Ils me font paraître super importante, mais moi je veux juste parler aux gens et m'assurer qu'ils vont bien. Margaret frappa à la porte du bureau, son expression inhabituellement émotive. À 62 ans, elle travaillait pour la famille Blackwood depuis 30 ans, ayant vu le mariage de Richard se dégrader lentement. Emma assimila ces informations avec le sérieux d'une enfant qui avait grandi trop vite. Donc, quand j'ai trouvé ces papiers et que j'ai dit la vérité au tribunal, je n'ai pas seulement sauvé papa Richard de payer pour un bébé qui n'était pas le sien, dit-elle. L'agent Martinez ajouta, « Tu as révélé une entreprise criminelle qui mettait en danger des familles innocentes, des immeubles où des enfants vivent et jouent. » Le poids de cette révélation emplit la salle. Le simple acte de courage d'Emma avait eu des conséquences bien plus vastes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Il y a encore autre chose », reprit l'agent Chen. Marcus et Victoria ont accepté des accords de plaider coupables en échange de leur coopération. Ils purgeront des peines réduites, mais devront procéder à une restitution complète. Nous avons déjà récupéré 31 millions d'euros des fonds volés. Et les gens qui auraient perdu leur travail, demanda Emma, pensant d'abord aux autres. Richard sourit toujours émerveillé par sa compassion. Je te l'ai dit, ma chérie, nous avons sauvé tous ces emplois. Et maintenant, avec une partie de l'argent récupéré, nous pourrons offrir une prime à chacun pour Noël. Emma applaudit de joie. Vraiment, tous les ouvriers du bâtiment auront de beaux cadeaux pour leurs enfants. Le plus beau Noël qu'ils aient eu depuis des années, promit Richard. L'agent Chen rassembla ses dossiers, prêt à partir. Monsieur Blackwood, il reste un dernier point. Le procureur de la République souhaite recommander qu'Emma reçoive la médaille de la citoyenneté et du courage. Ses actions ont démontré une bravoure extraordinaire pour quelqu'un de son âge. Emma fronça les sourcils perplexes. Une récompense. Mais j'ai juste dit la vérité. Ce n'est pas ce que tout le monde est censé faire. Malheureusement, tout le monde n'a pas ton courage, répondit l'agent Martinez. La plupart des gens seraient restés silencieux pour se protéger. Après leur départ, Emma se pelotonna contre Richard sur le canapé, réfléchissant à tout ce qu'ils venaient d'apprendre. « Papa, tu crois que maman serait fière de moi ?» Richard la serra contre lui, le cœur débordant. « Emma, ta maman serait incroyablement fière. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé des centaines de familles d'immeubles dangereux. Tu as aidé à arrêter des criminels. Et tu as montré à tout le monde ce qu'est le vrai courage. » Emma resta silencieuse un moment. « Elle me manque parfois, mais je suis contente qu'elle m'ait envoyé vers toi. Je crois qu'elle savait qu'on avait besoin l'un de l'autre. » « Tu as parfaitement raison, » murmura Richard, regardant le soleil couchant,
peindre le ciel de nuances orangées et roses. Oui, nous avions besoin l'un de l'autre. 1 an après la révélation au tribunal, le jour officiel de l'adoption arriva enfin. Le même palais de justice de Paris, qui avait vu la trahison de Marcus et Victoria éclater, allait désormais être témoin de la création légale d'une nouvelle famille, bâtie sur l'amour et la confiance. La présidente Moreau, désormais à la retraite, mais spécialement rappelée pour présider la cérémonie, sourit chaleureusement en voyant entrer Richard et Emma. La fillette portait une splendide robe blanche, choisie avec l'aide de Margaret, ses boucles décorées de petites fleurs. Elle paraissait en bonne santé, confiante et rayonnante. Un contraste saisissant avec l'enfant apeuré et désespéré, entré ici 1 an plus tôt. « Eh bien, mademoiselle Emma, » dit la magistrate avec chaleur. « Je dois dire que vous avez bien changé depuis la dernière fois que je vous ai vue. » Emma rit et tourna sur elle-même pour montrer sa robe. « J'ai de nouveaux habits, et tout madame la présidente, et j'ai appris la grammaire correcte avec mon professeur particulier, même si je parle encore comme avant quand je suis trop excitée. » La salle pleine de soutiens employés de Blackwood Immobilier Margaret et le personnel de maison Maître Perrault, et même des ouvriers dont Emma avait sauvé les emplois, éclata de rire attendri, tandis que les caméras des journalistes captaient chaque instant. « Madame la Présidente, » commença Richard d'une voix solennelle, « je demande l'adoption légale d'Emma Rose Dupont pour qu'elle devienne Emma Rose Blackwood. » Emma avait choisi de garder le 2e prénom de sa mère comme premier prénom, composer ce qui ferait d'elle, officiellement, Emma Rose Marie Blackwood, un magnifique pont entre son passé et son avenir. La présidente Moreau examina la documentation évaluation psychologique, montrant la résilience d'Emma visites à domicile, confirmant l'environnement aimant offert par Richard Lettres, de références d'enseignants voisins et employés ayant été témoins de leur lien. « Emma, dit-elle, comprends-tu ce que signifie une adoption? Que M. Blackwood deviendrait ton père légal, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. » Emma hocha la tête gravement. « Ça veut dire que nous serons une vraie famille, pour toujours pas juste des gens qui vivent dans la même maison. Ça veut dire qu'il s'occupera de moi, et m'aimera même quand je ferai des bêtises, et que moi je m'occuperai de lui, et je l'aimerai même quand il sera grognon le matin. » La salle éclata de rire tendre. Les yeux de Richard se remplirent de larmes devant sa compréhension parfaite de ce qu'est une famille. « Et vous, Monsieur Blackwood, » reprit la présidente, « comprenez-vous l'engagement à vie que vous prenez, aimer protéger, guider et subvenir aux besoins d'Emma comme si c'était votre propre fille? » « Madame la présidente, » répondit-il, la voix brisée d'émotion. « Emma m'a sauvé la vie d'une manière qui va bien au-delà de l'exposition de mensonges et de fraudes. Elle m'a appris ce que signifie vraiment une famille, ce qu'est l'amour inconditionnel et ce que c'est de placer le bien-être d'autrui avant le sien. Je serai honoré d'être son père pour le reste de mes jours. » Emma bondit légèrement sur ses pieds, incapable de contenir son excitation. « Madame la présidente, puis-je dire quelque chose d'important? » « Bien sûr, ma chère. Je veux que tout le monde sache que Papa Richard est le meilleur papa du monde entier. Il me lit des histoires tous les soirs, il m'apprend les affaires pour que je puisse aider les gens quand je serai grande. Et il ne se fâche jamais quand je pose trop de questions. Et il garde des photos de ma maman sur ma commode pour que je ne l'oublie jamais. Mais il ne devient pas triste pour autant. Il dit que l'amour agrandit les familles, ça ne les rétrécit pas. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Même les journalistes les plus aguerris essuyèrent leurs larmes. La présidente Moreau leva le maillet qui avait jadis menacé la ruine financière de Richard et qui allait désormais sceller sa plus grande joie. « Par les pouvoirs qui me sont conférés par la République française, je fais droit à la requête d'adoption. Emma Rose Dupont est désormais légalement Emma Rose Marie Blackwood, fille de Richard Jacques Blackwood. » Le maillet s'abattit,
Et Emma se jeta dans les bras de Richard, tandis que la salle éclatait en applaudissements. Ils étaient officiellement une famille liée par la loi, mais unis par quelque chose de bien plus fort. Un amour éprouvé par le feu est devenu indestructible. « Je t'aime, papa », murmura Emma à son oreille. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit Richard. Le mot « fille » portant tout le poids de rêve qu'il n'avait jamais osé avoir. Alors que les photographes immortalisaient l'instant, Emma regarda par-dessus l'épaule de Richard, la salle pleine de gens célébrant leur famille. 1 an auparavant, elle n'était qu'une orpheline sans abri, avec pour seule richesse son courage. À présent, elle avait un père qui l'adorait, un foyer empli d'amour et un avenir lumineux. « Papa, » chuchota-t-elle, « je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. »« Moi aussi, ma chérie, » répondit Richard. « Moi aussi. » 2 ans après l'adoption, Emma était devenue une fillette de 10 ans, confiante, qui partageait son temps entre des cours particuliers, le travail caritatif avec la fondation de son père, et ce qu'elle appelait des réunions d'affaires importantes, où elle donnait souvent son avis sur des sujets allant des avantages sociaux des employés à la conception des bâtiments. Ce matin de décembre, Emma se trouvait dans le bureau de Richard à Blackwood Immobilier, examinant attentivement les plans d'architecte d'un nouveau centre communautaire qu'il finançait. Son bureau, une version plus petite de celui de Richard, était placé perpendiculairement, de sorte qu'ils pouvaient travailler ensemble tout en gardant leur espace. « Papa, je crois que l'aire de jeu a besoin de plus de balançoires, » annonça-t-elle en relevant ses yeux verts pleins de sérieux. Et peut-être qu'on devrait ajouter un jardin du souvenir pour les enfants qui ont perdu leur maman et leur papa, afin qu'ils aient un endroit paisible où se recueillir. Richard leva les yeux de ses rapports trimestriels, toujours émerveillé par les intuitions de sa fille. En 2 ans, elle l'avait aidé à repenser l'approche de son entreprise en matière d'engagement communautaire, mettant toujours l'accent sur l'humain là où tant de dirigeants oubliaient cette dimension. « C'est une très belle idée, ma chérie. Pourquoi ne ferais-tu pas un croquis de ce que tu imagines? » Avant qu'Emma ne réponde, Margaret frappa à la porte et entra accompagnée d'une visiteuse, une femme élégante d'une 30aine d'années, portant des documents officiels et une expression qui mit aussitôt Richard en alerte. « Monsieur Blackwood, voici Madame Helen Crawford du parquet de Paris. Elle a d'importantes nouvelles concernant Marcus et Victoria. » Emma posa ses crayons de couleur, son instinct protecteur toujours en éveil. « Tout va bien. Est-ce que les méchants essaient encore de causer des problèmes? » Helen Crawford lui sourit d'un air rassurant. « Rien de mauvais, ma chérie. En réalité, je viens avec de très bonnes nouvelles. Les peines de Marcus et Victoria viennent d'être prolongées et nous avons récupéré le reste de l'argent volé. »« Tout ?» demanda Richard en se redressant sur sa chaise. « Tout, c'est plus de 16 millions d'euros que nous n'avions pas retrouvés. »« Exact, » répondit Hélène. « Nous avons découvert des comptes cachés en Suisse et à Monaco. Avec les pénalités et les intérêts, le total récupéré s'élève à 22 millions d'euros. » Elle posa les documents sur le bureau de Richard. « Mais il y a autre chose. Victoria souhaite voir Emma. » Le visage d'Emma se ferma méfiant. « Pourquoi veut-elle me voir? Est-ce qu'elle va être méchante et crier parce que j'ai dit la vérité? » Elle dit qu'elle veut s'excuser, expliqua Hélène. Elle suit une thérapie, elle travaille sur ses erreurs et affirme vouloir se racheter. Mais Emma, tu n'as absolument aucune obligation de la voir si tu ne le souhaites pas. Le choix t'appartient entièrement. Richard observait attentivement le visage de sa fille. En 2 ans, elle avait tellement grandi, mais les cicatrices de l'abandon et de la trahison apparaissaient encore parfois. « Qu'en penses-tu, ma chérie? » « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, » dit-il doucement. Emma resta silencieuse un long moment, sa jeune tête de 10 ans pesant des émotions complexes. Enfin, elle leva les yeux vers les 2 adultes. « Je crois que je veux la voir. »
Pas parce que je lui pardonne d'avoir fait du mal à papa, mais parce que maman m'a toujours appris que quand les gens s'excusent pour de vrai, il faut les écouter. Et peut-être que si elle est vraiment désolée, cela l'aidera à devenir une meilleure personne. Hélène Crawford fut impressionnée par la maturité de l'enfant. Nous pourrions organiser une rencontre encadrée au centre de détention avec vous et votre père présent. Bien sûr que je veux que papa soit là, répondit Emma fermement. Et je veux pouvoir partir si elle dit des choses méchantes ou si elle essaie de trouver des excuses. Absolument, acquiesça Hélène. Ce sera entièrement à tes conditions. Après le départ d'Hélène, Emma grimpa sur les genoux de Richard comme elle le faisait encore lorsqu'elle avait besoin de réconfort ou qu'elle devait gérer des émotions difficiles. « Papa, tu crois que je fais le bon choix ?» Richard la serra contre lui, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « Emma, tu ne t'es jamais trompée jusque-là. Tes instincts au sujet des gens sont meilleurs que ceux de la plupart des adultes que je connais. Si tu penses que tu dois voir Victoria, alors je fais confiance à ton jugement. » Emma resta silencieuse un instant. « Tu sais, elle ne me manque pas. Elle n'a jamais vraiment été gentille qu'avec moi quand je vivais chez l'oncle Marcus. Mais je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as appris, que le pardon c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pas pour les autres. » « Tu as tout à fait raison, » dit Richard émerveillé une fois de plus par sa sagesse. « Pardonner ne veut pas dire oublier ce que quelqu'un a fait ou le laisser nous blesser à nouveau. Cela signifie lâcher la colère pour qu'elle n'empoisonne pas ton cœur. » Emma hocha la tête avec gravité. « Je crois que je veux entendre ce qu'elle a à dire. Et si elle est vraiment désolée, peut-être que ça m'aidera à laisser partir le dernier petit reste de colère que j'ai, » dit Emma. « Mais papa… » « Oui, ma chérie. Peu importe ce qu'elle dira, tu es mon vrai papa maintenant. Et ça, c'est ma vraie famille. Elle ne peut pas changer ça, n'est-ce pas? » Richard la serra plus fort. « Rien ni personne ne pourra jamais changer cela, Emma. Nous sommes une famille pour toujours légalement et de toutes les manières qui comptent. » Emma sourit et retourna à ses plans d'architecture. « Bien, alors parlons de ces balançoires. » 6 mois plus tard, Richard et Emma s'assirent dans la salle des visites de l'établissement pénitentiaire pour femmes à sécurité minimale, attendant l'arrivée de Victoria. Emma, désormais âgée de 10 ans et demi, avait choisi sa tenue avec soin, une simple robe bleue, dont sa mère aurait été fière, ni trop chic, ni trop décontractée. Elle tenait fermement la main de Richard, serrant dans l'autre une petite photo de sa maman. Lorsque Victoria entra, le contraste fut saisissant. La mondaine parfaitement mise, celle qui avait tenté de détourner près d'1 milliard d'euros, avait disparu. Cette femme paraissait plus âgée, plus humble, vêtue d'une tenue de prison, simple sans maquillage. Sa grossesse s'était terminée par une fausse couche, 3 mois après son arrestation, une tragédie qui, malgré tout, avait suscité la compassion d'Emma. Victoria s'assit en face d'eux, ses mains tremblant légèrement. À 40 ans, elle paraissait en avoir 60. « Emma, je ne sais pas par où commencer. » La fillette observa attentivement le visage de Victoria avec la précision qu'elle avait apprise en regardant Richard analyser des affaires. « Pourquoi ne commencez-vous pas par me dire pourquoi vous vouliez me voir? » « Parce que tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, » répondit Victoria dans un souffle. « Et parce que je te dois des excuses que j'aurais dû présenter il y a 2 ans. » Richard resta silencieux, laissant Emma mener la conversation comme ils en étaient convenus. « Je vous écoute, » dit simplement la fillette. Victoria inspira profondément. « Emma, ce que Marcus et moi avons fait est impardonnable. Nous avons menti, trompé, volé et blessé des gens qui nous faisaient confiance. Mais le pire, ce qui me hante chaque jour, c'est que nous avons ignoré une enfant qui avait besoin d'aide. Tu vivais dans cette petite chambre de service, tu t'occupais de toi-même après la mort de ta mère. Et au lieu de t'aider, nous t'avons vu comme un problème à cacher. » Le visage d'Emma resta impassible,
mais sa main serra moins fort celle de Richard. Quand tu t'es levé dans cette salle d'audience, poursuivit Victoria en larmes, tu as montré plus d'intégrité à 7 ou 8 ans que je n'en ai montré en 40 ans de vie. Tu aurais pu rester invisible, rester en sécurité, mais tu as choisi de dire la vérité, même si c'était effrayant et dangereux. C'était la bonne chose à faire, répondit Emma simplement. Ma maman m'a appris à toujours dire la vérité, surtout quand c'est difficile. Victoria hocha la tête, sanglotant. Oui, ta mère a élevé une fille extraordinaire. Et toi, Richard, tu lui as donné la famille et l'amour qu'elle a toujours mérité. Emma, je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais seulement que tu saches que ton courage m'a changé. Je reçois de l'aide, une vraie aide, et j'essaie de devenir quelqu'un qui ferait de meilleurs choix. Emma resta silencieuse un long moment, digérant les mots de Victoria. Puis elle parla, la voix ferme sage, au-delà de son âge. « Madame Victoria, je vous pardonne. Pas parce que ce que vous avez fait est acceptable, mais parce que garder de la colère me fait plus de mal qu'à vous. C'est mon papa qui me l'a appris. » Les sanglots de Victoria redoublèrent. « Emma, tu es incroyable. Richard, tu as une chance inouïe de l'avoir comme fille. »« Je sais, » répondit doucement Richard. « Elle m'a sauvé la vie dans tout ce qui compte vraiment. » Emma tendit sa petite main et toucha doucement celle de Victoria. « Madame Victoria, j'espère que vous continuerez à vous améliorer et à apprendre à faire de bons choix. Et peut-être qu'un jour, quand vous sortirez, vous pourrez aider d'autres personnes qui souffrent comme mon papa aide les gens maintenant. » La visite dura encore une demi-heure. Victoria posant des questions sur l'école d'Emma, ses centres d'intérêt, ses rêves d'avenir. Quand il fut temps de partir, elle la prit dans ses bras avec précaution. « Merci de m'avoir donné une chance de m'excuser, » chuchota-t-elle. « Sois heureuse, ma chérie, tu mérites tout le bonheur du monde. » Sur le chemin du retour, Emma resta pensive et silencieuse. Enfin, elle se tourna vers Richard. « Papa, je suis contente qu'on y soit allé. Elle était vraiment désolée. Et maintenant, je n'ai plus aucune colère à propos de ce qui s'est passé. »« Et toi, comment te sens-tu » demanda Richard. Emma sourit le visage illuminé de paix, libre comme si le dernier poids que je portais avait disparu. Et reconnaissante, tellement reconnaissante que toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées m'ont conduite à toi et à notre famille. Richard gara la voiture dans leur allée, contemplant leur belle maison, où Margaret les attendait avec le dîner et l'aide aux devoirs, où les dessins d'Emma couvraient le réfrigérateur, où les photos de famille retraçaient l'évolution de leur incroyable histoire d'amour filial. « Emma, sais-tu de quoi je suis le plus fier chez toi? De quoi, papa? Pas seulement de ton courage, même s'il est extraordinaire. Pas seulement de ta gentillesse, même si elle change tous ceux qui t'entourent. Je suis le plus fier que tu aies transformé toutes les choses dures que tu as vécues, perdre ta maman, être abandonnée vivre dans la rue, et qu'au lieu de devenir amère ou en colère, tu les aies utilisées pour devenir plus compatissante, plus généreuse et plus déterminée à aider les autres. » Emma réfléchit un instant. Maman disait toujours qu'on ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais qu'on peut choisir ce qu'on en fait. Je crois que j'ai choisi d'utiliser les choses tristes pour comprendre les autres qui sont tristes et pour m'assurer de ne jamais rendre quelqu'un invisible ou insignifiant, dit Emma. Alors qu'ils entraient ensemble dans leur maison, Richard réfléchit à quel point sa vie avait été transformée. 3 ans plus tôt, il était un homme prospère, mais vide, trahi par tous ceux en qui il avait confiance. À présent, il était le père de l'enfant la plus remarquable qu'il eût jamais connue. Une petite fille qui lui avait appris que la famille n'est pas une question de sang, ni de documents légaux, mais de choisir d'aimer quelqu'un entièrement et d'être choisi en retour. « Papa, » dit Emma en accrochant son manteau, « j'aime notre famille. »« Moi aussi, ma chérie, j'aime notre famille.
répondit Richard en la regardant sautiller vers la cuisine où Margaret les attendait sûrement avec des biscuits tout juste sortis du four et des histoires de la journée, bien plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce soir-là, tandis que Richard bordait Emma et lui lisait son histoire préférée, il s'émerveilla de cette vérité. Le courage d'une petite fille de 8 ans, autrefois sans abri, avait conduit non seulement à la justice, mais au plus grand amour de sa vie. Emma n'avait pas seulement sauvé sa fortune ou sa réputation, elle avait sauvé son cœur, son âme et sa foi en ce que pouvait être une famille. « Papa, » murmura Emma déjà à moitié endormie, « tu crois que maman peut nous voir maintenant? » « Je crois qu'elle nous voit et qu'elle est très heureuse que nous nous soyons trouvés, » répondit Richard. Emma sourit et ferma les yeux. « Bien, je veux qu'elle sache que j'ai tenu ma promesse de prendre soin de ma nouvelle famille. Tu as tenu ta promesse à la perfection, ma chérie. Fais de beaux rêves. » Alors que Richard éteignait la lumière, il adressa un remerciement silencieux à la mère d'Emma, où qu'elle soit, pour avoir élevé une fille assez courageuse pour dire la vérité, et assez aimante pour guérir le cœur d'un homme brisé. Leur famille était née de la trahison et du traumatisme, mais elle avait été bâtie sur la vérité, le courage et l'amour inconditionnel. La fondation la plus solide qui soit.